Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien Bloom Time au cœur d'une série consacrée aux arts de vivre. Et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Béatrice Noëllec, directrice des affaires institutionnelles de la FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée, donc qui, à ce titre-là, est au cœur de la vie du monde médical, de la situation des soignants, de la situation des patients aussi, et puis de la manière dont les Français, de manière générale, se perçoivent et se projettent dans la situation de l'hospitalisation. Donc Béatrice Noëllec, bonjour et merci beaucoup de nous recevoir. Alors, vous faites partie de cercles de réflexion, vous avez des missions, des travaux de réflexion, notamment sur la santé des soignants, parce qu'on parle beaucoup, par définition, de la santé des patients, mais il y a aussi les soignants. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce mythe selon lequel le soignant serait invulnérable d'une certaine manière, serait toujours lui, par définition, en bonne santé, puisqu'il a vocation à servir la santé des autres. Et on constate en réalité, notamment depuis la période Covid, que ça n'est pas le cas. Les chiffres du ministère de la Santé sont un peu alarmants, avec entre 20 et 25% des soignants qui se déclarent en mauvaise santé ou pas tout à fait en bonne santé. Alors il y a des enjeux de santé physique, il y a des enjeux de santé mentale, des questions de stress, des questions de violence, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors quelle est, pour une première question très générale, mais quel est votre regard à vous? Est-ce que d'une certaine manière vous tirez la sonnette d'alarme, vous dites attention, il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous dites au fond, il y a toujours des périodes comme ça où une partie des soignants, et c'est bien normal, les soignants sont des hommes et des femmes comme les autres, certains ne vont pas bien, mais enfin c'est dans l'ordre des choses. Donc que se passe-t-il en ce moment, à votre avis? La réalité est sans doute un peu entre les deux, cher François, et merci beaucoup de cette opportunité de parler de ce sujet majeur, puisque, comme vous le savez, la ministre Agnès Firmin-Lebaudot a souhaité enclencher une grande dynamique de l'ensemble des acteurs de santé concernés autour de, finalement, comment prendre soin des soignants. Et cette initiative dont nous nous félicitons et dont nous sommes partie prenante, je dirais qu'elle vient effectivement à point nommé, après une crise sanitaire qui a mis véritablement à rude épreuve le système de santé et ses acteurs. Alors la ministre a décidé de faire notamment une enquête, un questionnaire auprès de l'ensemble des professionnels de santé qui s'exercent dans les établissements de santé ou dans les professions libérales. Alors on va dire, oui mais enfin quand même, on a déjà des constats, des données, pourquoi un questionnaire de plus? Écoutez, nous on a mis un point d'honneur à le diffuser dans notre réseau parce que finalement, formaliser un questionnaire, c'est déjà un moyen finalement d'activer une prise de conscience et de sortir finalement de certains phénomènes d'autocensure ou de déni que peuvent avoir les professionnels eux-mêmes sur ces enjeux. Et ça, c'est très très important. C'est très important parce que pour le coup, c'est un élément, vous le suggériez dans votre question, qui est évidemment constitutif aussi d'un certain, parfois, évitement du sujet quand on est professionnel de santé. Et puis ce questionnaire, il est intéressant aussi parce qu'au-delà des sujets de prévention des risques professionnels que tous les établissements font, nous, la FHP, il y a 10 ans, a conclu une convention nationale d'objectifs avec la CNAM sur ces enjeux de prévention des risques professionnels, pour signer des contrats de prévention avec les CARSAT, on fait des webinaires, on en fait un encore hier avec la CNAM, les CARSAT, pour, je dirais, susciter une culture de la prévention santé dans les établissements. Mais au-delà, je dirais, il y a tout ce qui est... le questionnaire est intéressant parce qu'il a aussi une approche un peu plus holistique. C'est-à-dire qu'au-delà des TMS, des troubles musculo-squelettiques ou des risques psychosociaux, il interroge aussi finalement les professionnels, les hommes et les femmes professionnels de santé dans leur environnement et dans l'ensemble des déterminants de santé. Je sais que c'est des dimensions qui vous sont chères, mais des sujets comme les transports, le logement, le sommeil, l'alimentation, évidemment que c'est important. Et on a, pour le coup, nos adhérents, les 1030, pour être précise, hôpitaux et cliniques privées de France, se déploient aussi sur ces sujets-là, parce que finalement, on parle beaucoup de sens, quête de sens, etc. La conciliation des différentes facettes de la vie,
évidemment que c'est absolument fondamental pour le bien-être. Puis je rajouterais peut-être un dernier élément qui est quand même fondamental, c'est que nous partageons avec les établissements publics, hein, publics et privés sont dans le même bateau là-dessus, ce sont les pénuries de professionnels de santé que nous rencontrons, et notamment les pénuries de professionnels de santé paramédicaux, les infirmières et infirmiers, les aides-soignantes et aides-soignants. Donc on voit bien qu'effectivement cette pénurie met aussi de facto les soignants sous tension avec des incidences sur la qualité de vie au travail. Donc nous travaillons beaucoup ensemble, public et privé, ensemble, pour porter auprès de la puissance publique l'importance cruciale de ces enjeux de formation des professionnels de santé, former en plus grand nombre des professionnels de santé, de contribuer aussi à l'attractivité des métiers du soin. On voit bien par exemple que les passerelles entre les métiers, que le fait de proposer des carrières attractives, que les jeunes qui vont arriver, les filles et les garçons, qu'on leur dise pas, bon ben voilà, vous allez rentrer là, et puis dans 30 ans, vous allez ressortir par l'autre bout du tunnel. Et vous voyez bien que c'est foncièrement, c'est pas possible. Les gens, et c'est tout à fait légitime, ont envie qu'on leur propose des parcours et des logiques de carrière beaucoup plus attractives. Et ça fait aussi partie de cet enjeu global, effectivement, de bien-être. Et d'ailleurs, on a signé récemment, pour tout dire, avec un accord à notre convention collective avec le CNET et le CINERPA d'un côté, et puis la CFDT et l'UNSA de l'autre, un accord important qui travaille aussi sur ces enjeux d'attractivité des métiers. Donc on voit bien quand même que peu ou prou tout ça est lié. Tout ça est lié, et si on comprend bien, il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des fédérations, au niveau du ministère, où au fond il y en a. Alors c'est peut-être aussi une conséquence de la période Covid, où on a eu des professionnels de santé mis particulièrement à rude épreuve. On a le sentiment que il est parfois plus difficile d'être un professionnel de santé aujourd'hui qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne sais pas si c'est vrai, mais en même temps, d'après ce que vous dites là, il y a des acteurs d'horizons assez variés qui commencent à réfléchir, enfin c'est pas nouveau, mais enfin tout au moins qui amplifient peut-être les réflexions, qui ont envie de partager des solutions, et donc qui prennent un petit peu le problème à bras le corps. C'est un peu ça. Oui, parce qu'il faut, parce qu'il y a urgence quand même sur tous ces enjeux. Il y a urgence, et puis il y a urgence à écouter aussi ce que disent les professionnels. On voit bien par exemple que il y a de nouvelles formes de risques professionnels, par exemple, notamment je pense à la sensibilisation sur les risques environnementaux. Vous voyez, la chose comme la qualité de l'air avec les formaldéhydes, comme tout ce qui relève des produits chimiques, etc. On a une charte d'engagement RSE à la Fédération de l'hospitalisation privée. On s'est doté d'une charte RSE où il y a la mention soigner durablement. Parce qu'en réalité, s'occuper de la santé des soignants, c'est fondamental, ça fait partie intégrante de la santé durable. Et puis, on essaye, les adhérents essayent, les établissements privés, de mettre en place aussi, d'être un peu innovants aussi, hein, d'essayer de trouver... et parfois, je voudrais vous donner un exemple, c'est l'action sur les irritants du quotidien. Vous savez, dans une journée de professionnel, il y a 1001 petits cailloux dans la chaussure. Sauf qu'à la fin de la journée, ça peut faire très très mal. Très très mal. Les pieds peuvent être en sang à la fin de la journée avec ces 1001 petits cailloux dans la chaussure. Et finalement, la question, est-ce qu'on a les moyens et le temps de bien faire notre travail, elle est fondamentale. Ben, les irritants du quotidien, c'est ça. C'est finalement, chaque matin, quelques minutes, hein, les professionnels, qu'ils soient soignants ou non soignants, se réunissent et puis détectent ou trouvent ce qui pourrait empêcher et trouvent une solution. Et quand on trouve une solution par jour, et ben en réalité, c'est 365 problèmes qu'on résout dans l'année, et c'est loin d'être négligeable. Ça, c'est un exemple un petit peu concret. On a besoin aussi, sans doute, pour lever les mécanismes d'autocensure dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir des lieux dédiés à la souffrance des soignants. Et on a des cliniques qui accueillent les soignantes et les soignants en détresse, qui mettent en place des projets de soins
des prises en charge de leur détresse psychique avec des horaires adaptés, parce qu'on sait bien que l'exercice soignant a ses contraintes. Et c'est évidemment aussi quelque chose de très important, parce que avoir quelque chose d'adapté, ça permet aussi de lutter contre le déni, parfois en disant bon, ça c'est pour mes patients, ça c'est pas pour moi. Vous voyez ce réflexe qu'on peut avoir. Et puis peut-être deux derniers points, si je me permets encore de rajouter deux sujets. Très souvent on fait remonter ce qui ne va pas. La parole par exemple de mécontentement du patient. On ne fait pas suffisamment parfois remonter les verbatims positifs. Et en France, où on n'a pas forcément la culture du retour d'expérience, du rétexte positif. Et ça, c'est très important. Moi, j'aime bien la phrase de Philippe de Normandie qui dit « Patients, prenez soin de vos soignants ». Et c'est vrai que l'expérience soignant et l'expérience patient, finalement, sont liées, ont complètement partie liée. Et les acteurs de la démocratie sanitaire, moi je crois beaucoup à la force de la démocratie sanitaire, évidemment ils ont aussi un regard à porter sur tous ces enjeux. Puis le dernier point, bien sûr, c'est l'importance aussi de l'approche genrée. On a sorti depuis quelques années, c'est heureux, la santé des femmes de son invisibilité. On voit bien aujourd'hui que ce sont des sujets portés, pris par le ministère notamment. Ben, ça doit être pareil pour les parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les professionnels de santé, notamment dans les professions paramédicales. On voit bien que les sujets aussi spécifiques à la santé des femmes, évidemment, doivent être pris en considération. Mais encore une fois, vraiment, agir dès aujourd'hui sur la dynamique, le Big Bang de la formation des professionnels. Vraiment, la Première ministre en a encore parlé il n'y a pas longtemps. C'est bien, c'est un bon il faut aller encore plus loin. Il faut aller plus loin, il faut continuer, travailler sur les leviers d'attractivité, expliquer aux petits garçons et aux petites filles d'aujourd'hui pourquoi les professions du soin, c'est quelque chose de vraiment formidable et ce sont des métiers qui ont du sens. Et nos jeunes recherchent, François, vous le savez, des métiers qui ont du sens, sans pour autant être dans la rhétorique de dévouement sacrificiel. C'est pas ça. On n'est pas du tout là-dedans. On est simplement sur le fait que ce sont des métiers magnifiques et qu'effectivement, il faut sans doute trouver les mots et trouver les bons ressorts aussi pour donner envie à. Parce que nos jeunes, ils ont vu des personnels en souffrance pendant toute la crise sanitaire. Et c'est peut-être une vision, ce que mon président Lamine Garbi dit souvent, un petit peu lacunaire aussi, parce que à côté effectivement de choses très difficiles, il y a aussi des gens qui effectivement adorent leur métier et l'exercent dans des conditions, dans de bonnes conditions. Donc c'est aussi, ce sont ces exemples-là très positifs qu'il faut aussi sans doute valoriser, modéliser, mettre en partage, mettre en exergue tout ce qui se fait de bien aussi pour donner envie aussi aux jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est fondamental pour préparer la santé de demain. Exactement. Puis alors, il y a la question aussi des violences. Alors, parce que nous sommes dans une société où les violences interpersonnelles sont souvent présentes, que ce soit des violences physiques, des violences verbales, etc. etc. Et les données annuelles publiées par l'Observatoire national des violences en milieu de santé, même si les choses s'améliorent un petit peu, mais enfin on a en gros près de 19 000 signalements par an pour atteinte à des violences, alors, violences physiques, violences verbales, etc. Donc on voit bien que cet univers de la santé, dont on pourrait espérer qu'il soit un espace préservé, est aussi touché par ces violences qui sont présentes dans la société. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, les professionnels de santé sont confrontés aux évolutions de société tout simplement, mais enfin manifestement un certain nombre d'eux en souffrent, et puis est-ce qu'il y a une possibilité d'infléchir à ces données-là, parce que c'est quand même très alarmant. C'est-à-dire on a des patients qui, pour une partie d'entre eux, bien entendu, ils sont très minoritaires heureusement, mais enfin quand même c'est toujours embêtant, qui s'en prennent à des professionnels de santé. Alors selon l'ONVS, parce qu'ils attendent trop longtemps, parce qu'ils sont pas contents, parce que ça va pas comme ils voudraient, etc. etc. Mais enfin, les insatisfactions sont compréhensibles. Enfin, le passage à l'acte violent est quand même très embêtant et très répréhensible. Voilà. Donc au sein de Bloom Time, on est particulièrement sensible à ces questions-là.
Voilà, quel est votre regard sur cette question des violences qui sont adressées aux soignants? Est-il possible de casser le cercle vicieux de ces violences qui, voilà, encore une fois, je pense, sont en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie l'écho de ce qu'on voit dans la société en général? Oui, alors bien sûr, ça aussi c'est un sujet majeur, hein, et là, et bien également, hein, la ministre Agnès Firmin-Le a souhaité confier une mission sur le sujet, non seulement pour faire un état des lieux dont on a déjà évidemment des éléments, mais aussi pour sans doute être plus volontariste dans les propositions qu'on peut faire. Alors évidemment, il faut redire que les sujets de pénurie en ressources humaines engendrent des tensions sur l'ensemble, évidemment, du système de santé, et que cette espèce d'impression générale qui est corrélée par l'ensemble des études d'opinion d'un système de santé qui se dégrade finalement, un contexte un peu anxiogène, de quelque chose qui dysfonctionne, qui répondrait plus, même si c'est pas forcément très rationnel, mais qui répondrait plus de manière satisfaisante aux besoins et aux attentes, ça provoque une sorte de levée d'inhibition sur l'expression des mécontentements. Enfin, c'est ma... Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est ma théorie. C'est-à-dire qu'on voit bien, et c'est pareil dans d'autres domaines, comme le monde de l'éducation, etc. On voit bien que quand on a l'impression que quand même, qu'il y a un bruit général, même si on n'est pas concerné personnellement d'ailleurs, puisque les gens sont plutôt contents dans les études d'opinion de la manière dont ils sont soignés en France, et même très majoritairement contents. Mais avoir ce bruit général sur le fait que quand même, grosso modo, toute cette affaire ne fonctionne pas très bien, et ben ça finalement, oui c'est ça, ça conduit quelque part finalement à... Je pense à une forme de levée d'inhibition sur l'expression d'une forme de mécontentement. Qu'on trouve aussi, pardon, levée d'inhibition sur les réseaux sociaux, il y a une levée d'inhibition générale. Mais qui est quand même paradoxale, je m'insiste, parce que pendant la période Covid, on a expliqué, enfin, puis beaucoup de gens ont considéré que le soin et l'idée d'une société du soin est fondamentale. Donc beaucoup de gens avaient envie de se diriger vers ça et de faire valoir l'importance du soin. Et là, on a quand même une partie des gens, encore une fois, ils sont très minoritaires, mais quand même, qui sont non pas dans la reconnaissance du soin, mais dans des formes d'agressivité. Donc, alors c'est une exacerbation de la levée des inhibitions. En effet, c'est non seulement on est des... Mais c'est quand même un petit peu paradoxal, parce que on pourrait considérer qu'on a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, et c'est vrai, qui ont plus de 40% des Français s'estiment en situation de vulnérabilité. Donc, on pourrait considérer que les espaces de santé sont des havres de paix et enfin de considération retrouvée pour la vie des gens. Et voilà que même là, on a des accès de violence, pour dire les choses simplement. Donc c'est vrai que c'est un peu inattendu dans notre monde actuel. Oui, c'est très vrai ce que vous dites, François. C'est très compliqué à analyser comme phénomène. En même temps, on voit bien que les lieux sur lesquels se déploie effectivement la tension, et puis ensuite la violence, ce sont les lieux effectivement avec la charge émotionnelle la plus dense, la psychiatrie, la gériatrie, les urgences évidemment, etc. C'est compliqué de répondre à ça. Moi, je ne souscris pas totalement à l'espèce de discours ambiant sur tout à coup qu'on serait tous devenus des consuméristes, des gamins impatients, etc. Je trouve que ce discours procède d'une infantilisation de la figure du patient qui m'agace un peu. En revanche, d'abord, c'est vrai qu'on a des établissements qui mettent en place des modes organisationnels qui permettent de soulager les tensions. Ça, je pense à la réduction des temps d'attente aux urgences, des informations en temps réel sur l'attente restante, etc. Toute cette transparence finalement dans l'information, dans les délais d'attente, avec des circuits plus clairs, des espaces réorganisés, des flux de patients repensés, l'apport du numérique aussi. Bon, tout ça, ce sont des leviers aussi qui contribuent évidemment je dirais, à soulager les tensions dans ces espaces à charge émotionnelle intense. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment que les choses soient très claires, se garder de toute relativisation des faits de violence, en disant c'est la difficulté du contexte hospitalier, etc. Parce que minorer les faits, il y a une espèce de double peine. Si on minore les faits, finalement, on amplifie la souffrance des professionnels qui sont déjà mis à l'épreuve. Donc,
il y a quelques leviers évidemment à activer. Évidemment l'enjeu de la formation, hein, ça je crois que c'est quelque chose, on a été missionné là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui fait l'unanimité, hein, le besoin des professionnels d'être toujours mieux formés, formation initiale et continue à ces enjeux, par exemple formés à des techniques de désescalade, par exemple, là, qui viennent d'autres secteurs hein, que la santé, désescalade de crise. La nécessité aussi, je pense que pour nous, on invite évidemment nos adhérents à renseigner, hein, l'ONVS, l'Observatoire national des violences en milieu de santé, à le renseigner pour finalement qu'on objective les choses, et donc la nécessité de pas minorer les faits et donc d'être mieux outillé sur la qualification des faits. C'est le principe en gros de rien, voilà, quand il y a lieu, de ne pas laisser passer, de lutter contre les sous-déclarations, de faire des reportings. Donc ça suppose en amont que les gens aient finalement une vision claire hein, de ce qu'il convient de reporter. Sans que le soignant ressente la violence à son égard comme un échec de son soin. Il n'y a pas, voilà, il faut développer une espèce de culture de l'alerte en fait à développer qui me paraît très importante parce qu'il n'y a rien de pire que la minoration et la sous-déclaration. Et puis peut-être, c'est des sujets encore un peu tabous, il y a eu dans d'autres pays européens des campagnes de sensibilisation nationale. En Grande-Bretagne, il y a une campagne qui s'appelait It's not part of my job, hein, ça fait pas, voilà, c'est juste, c'est pas mon boulot. Quoi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça et la violence ne doit pas faire partie à aucun moment du travail des professionnels de la santé et de soins. Là aussi, évidemment, l'approche genrée du sujet, malheureusement, hein, parce que les violences sexuelles et sexistes, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui font les victimes, attention, hein, mais évidemment, c'est quand même voilà, important aussi que cette vulnérabilité-là soit prise en compte. Et puis là aussi, comme tout à l'heure, l'enjeu d'associer les acteurs de la démocratie sanitaire hein, qui doivent aussi être partie prenante et qui sans doute le sont un peu certains au sein des CDU, etc., de réflexion à l'élaboration de ces politiques de lutte contre les violences. C'est évidemment tout à fait important. Oui, donc ça fait déjà un beau programme, la formation, la lutte contre les irritants, parler de tout ça, donc la culture de l'alerte, la sensibilisation, la démocratie sanitaire, ça fait beaucoup de choses qui peuvent changer. Peut-être pour conclure, comment voyez, parce qu'au cœur de tout ça, il y a l'idée... la conception qu'on a du soin dans notre société, le care, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudra dire demain. Alors, la Fédération de l'hospitalisation privée a beaucoup non seulement réfléchi, mais travaillé et s'est dotée d'une mission, avec une raison d'être. Donc, comment est-ce que vous percevez au sein de la FHP, et vous-même bien entendu, cette évolution de ce que le soin veut dire, de ce que veut dire prendre soin de l'autre, dans une société où beaucoup de gens disent je veux qu'on prenne soin, mais alors, sachant que le soin souvent peut être immédiat et nourri par des pathologies fortes, mais le soin peut être aussi un besoin d'attention, de reconnaissance. L'idée de soin, elle est extrêmement polymorphe, elle va jusqu'à une prise en compte de la personne. On a aujourd'hui plus de la moitié des Français qui se sentent abandonnés. Voilà. Donc, quel est ce soin qui est en train de cette idée du soin, voilà, peut-être que vous la voyez, qui est en train de se déployer. Comment vous imaginez au fond qu'elle peut peut-être se développer à l'avenir et quelles sont les réponses qu'on peut lui apporter en termes d'aspiration, en réponse à tous ces Français qui ont besoin de soins? C'est une belle question, ça, François. C'est une question. Les questions sont de plus en plus difficiles au cours de l'entretien. Très philosophique. Vous avez 3 heures. Non, 3 minutes. C'est bien ce que je craignais. Oui, effectivement, dans une fédération comme la nôtre, hein, qui rassemble effectivement plus d'un millier d'établissements de santé, cette nécessaire vision un peu prospective des enjeux du soin de demain, elle est fondamentale, avec, je pense, la nécessité d'avoir et la volonté d'avoir une approche sans doute à la fois plus holistique du soin. On voit bien effectivement que s'inscrire sur des logiques moins... Notre système de santé reste quand même beaucoup à tous les niveaux extrêmement cloisonné,
extrêmement descendant, parfois extrêmement cloisonné, avoir une approche beaucoup plus holistique du soin et de la personne soignée, avec des logiques de fluidité, de parcours. Ça, c'est quelque chose de fondamental, en levant les barrières entre le sanitaire et le médico-social, entre le public et le privé. Enfin, voilà, on a un certain nombre de barrières comme ça à faire tomber pour vraiment se placer dans une optique pour le patient, d'une logique effectivement d'une logique de parcours et de parcours fluide. Et on voit bien que voilà, il y a des leviers et que c'est ce qu'on appelle en tout cas de nos voeux, de faire tomber effectivement certaines barrières ou certains corporatismes ou certaines visions qui privilégient le statut au lieu de se pencher sur la mission. Hein, vous disiez qu'on s'était doté d'une raison d'être, quand même les missions de service public, c'est au cœur aussi de ce que peuvent faire tous les acteurs, publics et privés. Donc dans une logique effectivement de parcours, ça c'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental, et c'est sans doute ça le bon soin. Le soin aussi de demain, enfin, et d'aujourd'hui en réalité, hein, c'est d'intégrer évidemment bien plus sans doute les enjeux de qualité et de pertinence, et de prise en compte aussi de l'expérience patient. Donc voilà, donc vraiment revitaliser, peut-être qu'ils ont été un peu latéralisés pendant la crise Covid, mais revitaliser les chantiers de la qualité, d'une vraie qualité, de la pertinence, pas par des cortège d'indicateurs enfin, voilà, qui viennent d'en haut vers le bas, donc qui procèdent vraiment d'une pertinence et d'une qualité mesurée sur le terrain, avec comparaison de bonnes pratiques, etc. Et ça aussi, ça fait partie, je pense, du sujet. Et puis le troisième enjeu fondamental, c'est la prévention. C'est évidemment la prévention, c'est-à-dire comment on passe d'une culture simplement curative à une culture préventive, comment on embarque toute la société autour de quelques grandes priorités bien identifiées de santé publique sur lesquelles tout le monde contribue, comment effectivement on a des approches plus préventives. On le fait déjà, hein, l'établissement de soit MCO, enfin médecine chirurgie obstétrique, ou le SMR ou la psychiatrie, il y a évidemment de la prévention. Je pense à l'éducation thérapeutique en SMR, à la prévention sur les enjeux de santé mentale en psychiatrie, mais tous ces sujets-là qui sont portés, ils doivent l'être bien davantage, et puis surtout la prévention doit être infiniment mieux, et ces acteurs infiniment mieux reconnus, valorisés, priorisés, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc effectivement, le soin de demain, ça va être aussi finalement cette approche beaucoup plus préventive qu'on peine quand même, qu'on peine à avoir véritablement un élan sur le sujet. Or, on a, enfin, par exemple, pour vous donner un exemple, les cliniques et hôpitaux privés, c'est 9 millions de personnes qui passent chaque année. Je ne compte pas les proches. Vous imaginez bien le levier que c'est aussi pour passer des messages de prévention et pour faire de la prévention primaire. Donc, on le fait déjà, mais je pense que collectivement, les acteurs ne se sont pas suffisamment reconnus sur ces missions de prévention, et donc leur donner un tout autre élan, véritablement, ça contribuerait aussi à faire changer le regard véritablement sur le soin de demain. Et c'est totalement corrélé, mais ça, François, vous le connaissez, vous savez bien mieux que moi, aux attentes qui sont exprimées aujourd'hui, je pense, par les citoyennes et les citoyens. Des parcours beaucoup plus fluides, moins de complexité, qu'on travaille tous ensemble sur les territoires et pas que chacun se chamaille dans sa chapelle en défendant ses intérêts, et puis une vision, une véritable vision pluriannuelle qui mette notamment la prévention, parce qu'on ne fait pas de prévention à court terme, c'est forcément du long terme, des visions pluriannuelles qui permettent de voir le long terme.
Écoutez, merci beaucoup. C'est à la fois un beau programme et un message d'espoir. Oui, Voilà. résolument. Merci beaucoup, Béatrice Noël, donc directrice des relations institutionnelles de la Fédération de l'hospitalisation privée. Et merci aussi à toutes les soignantes et soignants, les professionnels de santé qui nous permettent de prendre soin du soin. C'est un peu votre message aussi, comment prendre soin du soin dans les années qui viennent. Donc merci infiniment pour à la fois ces réflexions et ces pistes d'avenir qui sont, qui nous permettent de retrouver un petit peu d'espoir. Merci beaucoup. C'était un entretien Bloom Time réalisé par François Mickey Marty. Merci.